La suite du Grand Direct sur A24 News, un débat consacré ce soir évidemment au dernier développement de la visite de John Kerry, le secrétaire d'État américain, à propos des négociations de paix. On va aborder ça sous un angle politique, puisque nous avons deux parties de la politique israélienne représentées dans ce studio. Je salue Alain Zvias du parti Foyer Juif Beit HaYehudi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Laurent Siget, bonsoir, qui lui est membre du parti travailliste. Alors, John Kerry, donc aujourd'hui, a décidé de rester. Il se sent bien apparemment au Proche-Orient. Il va rester au moins 24 heures de plus pour rencontrer Benjamin Netanyahou demain. Conférence de presse aujourd'hui dans laquelle il évoque tout d'abord des progrès, puis ensuite il met en garde les Israéliens contre le risque d'une troisième intifada si la situation devait se bloquer, qu'il n'y avait pas d'accord définitif. Laurent Siget, est-ce que vous avez l'impression que John Kerry là, met la pression plus sur les Israéliens que sur les Palestiniens? Il est clair que nous sommes sous pression déjà depuis un petit temps. Les choses sont ce qu'elles sont. Je n'aime pas tellement ce moyen de mettre la pression. Moi, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas tellement une troisième intifada, parce que je ne crois pas que les Palestiniens aujourd'hui aient intérêt à une troisième intifada. Je crois que ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on devienne lentement, si les négociations venaient à échouer, à devenir une espèce, je ne compare pas évidemment les situations, mais à devenir une espèce d'Afrique du Sud où on commence à nous mettre la pression dans le monde entier pour des embargos économiques et des choses de ce type-là. Je crois que ça, l'isolement d'Israël. L'isolement d'Israël me fait plus peur qu'une troisième intifada, parce que je crois que finalement les Palestiniens sont aussi également très pragmatiques. Ils savent très bien ce qu'ils ont à gagner et surtout à perdre. Alain Zvias. Je ne peux qu'adhérer à ce que dit Laurent. Les pressions des États-Unis, c'est quelque chose quand même qui est parfois un petit peu difficile à comprendre. Parce que est-ce que les États-Unis savent ce que c'est qu'Israël et savent ce que sont les Palestiniens? Comment peut-on expliquer leurs zigzags? Comment peut-on expliquer leurs volte-face régulières qu'ils font? Kerry a dit, je crois au mois d'août, que les constructions dans les territoires acceptables, et en tout cas ne mettraient pas en cause les négociations. Maintenant, c'est devenu un écueil. Bon, peu importe, mais c'est le changement de position, c'est ça le problème. Alors, avec qui négocie-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'a dit Kerry hier, d'aller vers une paix imposée, risque d'être encore plus catastrophique que l'état actuel? Et je suis tout à fait d'accord avec Laurent, l'intifada, etc. La mise à l'écart dans le monde par des pressions, c'est quelque chose qui risque d'être très difficile pour l'État d'Israël. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des concessions là maintenant? Vous pensez que Benjamin Netanyahou et la délégation israélienne doivent céder sur quelques points? Je pense qu'au niveau des colonies de peuplement, moi j'ai fait mes derniers rappels à l'armée dans les territoires, donc je vois que je connaissais un peu la situation. Je ne suis pas un grand spécialiste des territoires, mais je crois qu'il va falloir certainement faire des concessions au niveau des colonies. Je crois que dans le monde entier, plus ou moins, les grands blocs de colonies sont plus ou moins acceptés. Ce qu'il va falloir arrêter, c'est une colonisation rampante de 2, 3, 4, 5 caravanes au milieu de n'importe quel bled où on est occupé à les garder. D'abord, moi je suis principalement contre les colonies de peuplement, pas pour des raisons de politique extérieure, aussi pour des raisons de politique extérieure, mais surtout pour des raisons de politique intérieure. Parce que l'argent qui est investi au niveau des colonies de peuplement, lorsque vous investissez 4 fois l'investissement que vous investissez dans un résident d'une colonie par rapport à un résident à l'intérieur de la ligne verte, je trouve que ça commence au niveau social à faire aussi un peu lourd à peser. Ouais, donc il y a un coût qui est peut-être trop lourd à supporter pour Israël. Moi je pense que ça devient un peu lourd. Bon, je ne pense pas que vous soyez d'accord cette fois. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Bon, je reviens sur ce que vient de dire Laurent. Évidemment, je pense que nous devons nous diriger vers 2 États, malheureusement. Et les grands centres d'habitation dans Judée-Samarie doivent bien sûr être continués. Les petites implantations, comme vous dites, sauvages, etc., il y a de quoi parler, mais il ne faut pas que ça devienne un problème systématique avec un problème de rejet d'une partie. C'est un coût social, c'est un coût militaire et c'est un coût économique qui commence à peser. Lorsqu'on doit garder 2 personnes, moi j'ai personnellement, on nous a montré des colonies avec 4 caravanes avec 2 soldats. Vous gardez Toumal et Adoumim avec 8 soldats et vous gardez 4 caravanes avec 2 soldats, vous comprenez que la proportion, elle n'est pas normale. On ne peut pas se permettre de sortir 2 personnes qui doivent sortir de leur travail. Imaginez que vous arrêtez de travailler pendant 1 mois, que le Bitoire Yomi doit payer 15 000 shekels votre salaire, ou 10 000 shekels, ou 5 000 shekels votre salaire pour garder 2 caravanes. Oui, mais quand on parle aussi du coût économique des colonies. Oui, je crois que ça, c'est quelque chose que moi, je vais vous dire la vérité. La politique, ce que pense l'Europe ou ce que pensent les États-Unis, c'est important, on doit le prendre en considération, mais ce n'est pas le principal. Moi, ma position, je suis un membre du centre-gauche. Moi, je suis du centre-gauche parce que c'est bon pour les Juifs, pas parce que c'est bon pour les Arabes.
Je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision neuve de ces colonies. Je ne suis pas contre, je ne suis pas 100% évidemment pour, mais il faut quand même qu'on discute, qu'on mette à plat. Ce qui s'est passé il y a 2 ans en Israël, où il y a eu quand même des manifestations pour le coût de la vie, etc. Lorsque vous voyez qu'on investit 4 fois dans une colonie de peuplement ce qu'on investit à Loud ou à Ramleh, qui sont des taudis, des villes taudis, qui devraient être tout à fait restructurés, qui devraient être refinancés, et qu'on ne met pas un shekel dans ces villes à l'intérieur qui sont à 15 minutes de Tel Aviv et qui pourraient se développer, et que vous mettez 4 fois le coût dans un bled où il n'y a personne qui habite, écoutez, il faut quand même qu'on en discute à un moment. Alors, écoutez, je pense que vous mélangez un petit peu les problèmes. Moi, je suis tout à fait... Tous les problèmes sont mélangeables. Non, tous les problèmes ne sont pas mélangeables. Il y a ces colonies sauvages, et je ne connais pas beaucoup de gens qui, aujourd'hui en Israël, soutiennent ces colonies. C'est une minorité. Maintenant, sur la question à qui appartient ce territoire, je ne rentrerai pas dans cette discussion-là. Maintenant, en définitive, je pense que un problème ne doit pas cacher un deuxième problème. C'est-à-dire qu'on n'investisse pas suffisamment dans Ofakim ou dans Kiryat Shmone, ou etc. Là, c'est une chose évidente dans l'État d'Israël. Mais je ne pense pas que ça soit lié uniquement aux dépenses sécuritaires qui sont faites en Judée et Samarie. Non, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. On laisse finir Alain Duhasse, vous répondez juste après. Non, je pense qu'il faut rester dans des proportions et pas tout imputer à ces gens-là, à ces implantations dans les territoires qui sont quand même quelque chose qui nous appartiennent depuis toujours. Si vous parlez de l'intérêt des Juifs et non pas de l'intérêt des Arabes, et ça j'en suis convaincu, c'est ce que vous souhaitez, je pense que notre intérêt aussi c'est d'être resté maître de notre terre. Nous sommes dépositaires de cette terre et je ne suis pas obligé de rendre systématiquement des comptes ni à Obama ni à Hollande, parce que tout à l'heure, n'oubliez pas ce que vous aviez dit, vous disiez, et j'en étais d'accord, que les pressions internationales risquent de nous coûter très cher. Et aujourd'hui, vous dites, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas dit que ça ne m'intéresse pas. Je dis ça vous intéresse moins. Bon, ça ne m'intéresse pas exclusivement. C'est ça. Bon, disons, vous êtes diplomate. Il n'en demeure pas moins que moi, je dois exister en tant que tel et pas exister en fonction de ce que me disent les autres. Bon, si une certaine partie du peuple... aujourd'hui. On ne peut pas s'isoler. On a un problème. Je ne nie pas ce problème. J'étais d'accord tout à l'heure avec Laurent qu'effectivement, nous avons des problèmes et que si nous subissons... Comme il y a ces menaces sous-entendues que ce président Obama est en train de lier la sécurité de l'Iran, enfin la bombe atomique de l'Iran avec la résolution du problème israélo-palestinien, c'est vrai que des pressions de cette espèce sont très difficiles pour Israël. Laurent Siget. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un rapport qui a été publié, qui était très sérieux, le coût des colonies de peuplement. Nous avons dépensé en 40 ans 60 milliards de dollars pour les colonies de peuplement. Je veux dire, il faut quand même que les gens comprennent les chiffres. Les chiffres sont extravagants. C'est quoi c'est Ma'ale Adumim? C'est Ariel? Non, alors soyons prêts. Tout ce qui se trouve. Si les téléspectateurs écoutez, moi n'oublions jamais, je ne remets pas tout en cause. Vous le disiez vous-même. Moi je n'oublie pas. Ceux qui ont créé les premières colonies de peuplement, c'est mon parti. C'est Shimon Peres et je vous signale que c'est Fouad qui a construit le plus d'appartements à Ma'ale Adumim. Je ne parle pas tellement de Ma'ale Adumim, vous savez très bien ce que je veux dire. Vous parlez des coûts. Je parle du coût global. Le coût militaire aussi est un coût important. Oui, et lorsque vous voyez aujourd'hui les derniers chiffres du nombre de soldats qui vont être appelés et qui sont en baisse parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont à l'armée, il faut qu'on comprenne que la couverture commence à être un peu courte. On ne pourra pas tout garder, on ne peut pas garder 24 heures sur 24. Lorsque j'entends qu'on va diminuer le nombre de soldats qui défendent les villes autour de la bande de Gaza, mais que d'un côté... Ils sont partis. Et que d'un autre côté, on vous met en rappel à l'armée des 2, 4, 6 soldats pour garder 2, 3, 4 habitations, je trouve quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que votre parti là-dessus sera prêt à accepter des concessions? Parce que forcément il y aura négociation, il y aura concession. Est-ce que le parti Foyer Juif qui est là-dessus... On va voir comment vont se dérouler les négociations, qu'est-ce qui va se passer exactement. Nous voulons rester au gouvernement, nous avons aussi des priorités d'ordre social, d'ordre économique, etc. Bon, il est évident que nous sommes pour un certain type d'Israël, c'est vrai. Nous serons beaucoup plus difficiles sur les concessions territoriales que sur d'autres concessions de type politique, etc. On verra ce que l'avenir nous réserve, en espérant que nous n'aurons pas sur la balance
sécurité vis-à-vis de l'Iran et des territoires avec les négociations avec les Palestiniens. Alors, comme on sait très peu de choses de ce qui se négocie, puisque les Américains ont imposé une sorte de blackout, mais qu'il y a quand même des choses qui parfois transpirent, notamment les Palestiniens, qui distillent plus d'informations que la délégation israélienne. Hier, un négociateur palestinien disait dans une radio palestinienne que pour Jérusalem, ils avaient proposé aux Israéliens une solution qui serait mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que chacun garderait une partie de la ville, qui serait la capitale de chacun des deux pays, mais qui aurait une sorte de conseil supérieur de gestion de Jérusalem pour éviter qu'elle ne soit divisée, effectivement. Est-ce que ça, à votre avis, c'est une solution qui paraît envisageable aux Israéliens aujourd'hui? Je vous vois sourire, Laurent Siget, c'est-à-dire qu'à votre avis, ça ne va pas passer, ça? Ça pourrait passer, mais tout dépend. Je crois que tout va dépendre de la réalité sur le terrain. Si les choses se passent bien, tout est possible. Et si les choses se passent mal, rien ne sera envisageable. Il faut que les gens sentent. Le problème, ce qui s'est passé il y a 20 ans avec les accords d'Oslo, c'est qu'on a eu beaucoup d'espérance et on a été très déçus. On a été très déçus parce qu'on a finalement prôné un compromis et on n'a pas eu les résultats escomptés. Je crois que maintenant, tout le monde aussi est un peu plus mature et un peu plus fatigué surtout. Je crois que le monde en a ras-le-bol du problème israélo-palestinien. Ça commence à peser. Et je crois que la montée du Hamas a aussi fait prendre conscience au Fatah qu'il est temps aussi de régler les problèmes à l'intérieur des villes palestiniennes. Parce que maintenant, ce qui se passe, et ça, je dois dire, c'est un bon point pour le gouvernement, ils ont joué très fine, c'est qu'ils ont permis un bon développement économique de la Cisjordanie, et que maintenant, en fait, entre la Cisjordanie et Gaza, il y a une grande différence du point de vue économique. Donc, et je vous rappelle que la violence venant de la Cisjordanie a beaucoup baissé par rapport à celle qui vient de Gaza. Aujourd'hui, tout ce qui se passe du point de vue attaque, ça vient de Gaza, ça vient du Hamas. Pardon? Beaucoup. Pardon? Depuis le mur, depuis la construction du mur, et depuis l'amélioration des conditions économiques des Palestiniens, il y a beaucoup moins d'attentats qui sont arrivés à l'intérieur d'Israël. Tout ce qui se passe aujourd'hui vient essentiellement de Gaza. Alain Zvias, là-dessus? Bon, nous ne regardons pas la carte de la même façon, Laurent et moi. Moi, je dis que ça vient de Judée-Samarie. J'ai toujours été premier en géographie. En France, en Belgique ou... Toute la géographie. Bien. Vous avez fait deux remarques, Laurent, qui m'ont fait très plaisir. Vous avez dit que l'Israélien s'est réveillé après s'être aperçu des déceptions d'Oslo. Donc ça montre à quel point nous pouvons avoir confiance dans ces gens-là. Il ne faut pas avoir confiance. Merci. Donc si nous n'avons pas confiance, je ne vois pas quel peut être aujourd'hui le dialogue que nous pouvons avoir avec quiconque. Aucune personnalité aujourd'hui dans le monde palestinien n'est digne d'être un interlocuteur valable dans les négociations. Nous le voyons. Nous le voyons tous les jours. À partir du moment où il y a quelque chose qui commence peut-être à bouger, eux, ils annoncent qu'il y a une interruption et nous les trouvons sur une photo à Jérusalem avec Tzipi Livni. Mais à partir de quelque chose où commence à bouger, automatiquement, il y a des attentats. Automatiquement. Est-ce qu'il y a connivence entre le Hamas et le Fatah? Je ne peux rien dire. Il y a pas moins de 15 jours, le Shin Bet, le service secret israélien, ont félicité l'autorité palestinienne et la police palestinienne pour avoir fait échouer bon nombre d'attentats qui ont essayé. Donc il y a quand même une collaboration. On ne peut pas non plus. Puis regardez ça à l'inverse. Vous dites qu'il n'y a aucun leader palestinien qui est digne. Mais essayez de vous mettre dans la peau d'un Palestinien et de voir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme leader. Vous avez Lieberman, vous avez... Vous avez il va revenir. Il a été. Oui. Vous avez Lieberman, vous écoutez Miri Regev, c'est très agréable à entendre. Vous écoutez Levin, vous écoutez Zev Elkin et vous écoutez votre leader de la Bayit Yehudi. Vous devez certainement, en étant un Palestinien moyen qui habite en Cisjordanie, vous dire il n'y a pas moyen de faire la paix avec ces gens-là. Donc je veux dire. Attendez. Pour l'instant, nous n'avons pas arrêté les constructions. Nous n'avons pas rendu les assassins qui étaient dans nos prisons. Qu'a-t-on refusé de faire? Pardon? Il y a eu les libérations privées. C'est ce que j'ai dit. Oui, il n'y a pas eu de gel de construction. Si. Il y a 1 an et demi, il y avait 10 mois de gel de construction pour répondre aux 10 mois de gel. 10 mois de gel de construction. Nous faisons tout ce que nous nous engageons à faire dans l'éducation, nous le réalisons. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas avec qui parler. Ne dites pas nous, dites que l'État d'Israël. Parce que la Bayit Yehudi, c'est autre chose. C'est le Premier ministre israélien qui a pris ça sur lui. Il a été très pressé par son extrême droite. Ils étaient là avec un stopper en train de compter les minutes et le seconde. Je parle de l'État d'Israël. En tout cas, nous avons respecté nos engagements. Je crois que ni vous ni moi ne représentons tout à fait l'État d'Israël. Nous avons parlé de l'État d'Israël à respecter ses engagements régulièrement. Personne au monde ne peut dire que nous sommes des menteurs ou des tricheurs. De l'autre côté, vous-même, vous dites, après les expériences d'Oslo
et la déception d'Oslo, nous savons avec qui nous avons affaire. Tout à fait, Maintenant, c'est vous pour dites ça. sur Jérusalem, excusez-moi Laurent, vous avez le deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est le problème de Jérusalem. Alors, est-ce qu'on va trouver un compromis? Attendez, Jérusalem, c'est non négociable. Et ça, c'est de gauche, de droite et du centre. Je crois Maintenant, si vous voulez parler d'un certain type d'autonomie au niveau de l'éducation, au niveau de la gestion des ordures et de la propreté des rues, si vous voulez donner une certaine autonomie respectable, il n'y a rien à dire. Le Jérusalem est à nous et c'est non négociable. Allez, vous avez 20 secondes pour conclure Eh ben, là-dessus. 20 secondes pour conclure sur Jérusalem. Jérusalem, c'est la plus grande hypocrisie qui se trouve au monde. Et je vais vous dire pourquoi. À Jérusalem, j'y ai vécu 5 ans. Oui. Vous ne voyez jamais un arabe. Vous ne rencontrez jamais un arabe. Vous ne vivez jamais avec un arabe, à part la personne qui vous nettoie la rue qui se trouve dans laquelle vous habitez. Deuxièmement, il faut bien se rendre compte, vous avez 270 000 habitants qui ne votent pas, qui ne participent en rien au développement de la ville, mais qui ont droit à tous les avantages. Non, Merci à excusez-moi, tous les deux, Alain Zvias et Laurent écoutez-moi, moi je ne Sujet. connais Ça, pas. c'est promis, c'est fini. Non, C'est fini. on ne peut pas laisser de parler qu'on ne voit pas d'arabe à Jérusalem.